Je pense qu'il faudrait d'abord construire un consensus sur la fin du processus électoral. Il faut conclure le processus électoral par les élections municipales et locales. Alors envisager en toute sérénité les élections de 2023. La distribution de l'organisation matérielle et géographique des élections à travers l'ensemble du pays, c'est du ressort de la CENI. Les hommes politiques n'ont rien à faire là-dedans. Et ils ont acquis la prérogative de vouloir, d'agir au nom et pour le peuple. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission, votre émission, les serviteurs de la République. Nous allons, avec notre invité sur ce plateau, réfléchir autour d'un sujet important. Oui, il est vraiment important. Le sujet intitulé « Processus électoral, faut-il un consensus avant 2023 ?» Oui, c'est une question qui est bien entendu posée et vous êtes au courant de ce que je dirais une inflation d'initiatives dans les chefs des acteurs politiques qui rivalisent des plans de sortie de crise et pour que finalement les processus électoraux, l'échéance de 2023 puissent être différentes de cycles électoraux précédents. 2006, après élection, contestation, effusion du sang, mort d'homme. 2011, contestation, mort d'homme, prestation de serment par Étienne Tshisekedi chez lui, à la maison. Et 2018, réclamation de la vérité des urnes. Oui, vous savez bien, Fayoulou qui y a récemment seulement cessé de parler de cette vérité des urnes. Est-ce que faudra-t-il que 2023 ressemble au cycle électoral précédent? C'est une grande question qui aujourd'hui est posée dans l'opinion et nous recevons sur ces plateaux aujourd'hui Monsieur André Alain Atundu Liongo. Il est au cadre du FCC, si vous voulez, et porte-parole, ex-porte-parole de la majorité présidentielle et communicateur du FCC. Monsieur André Alain Atundu, bonsoir. Bonsoir, Charles K. Nous sommes contents de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Le plaisir est partagé. On a essayé un petit peu de parler de ça avant que l'on entre dans le vif du sujet. Ça fait 12 ans que vous êtes parmi les invités de cette émission, les serviteurs de la République. Et nous vous remercions pour cette marque de confiance chaque fois lorsque nous venons à vous, comme les téléspectateurs nous le demandent souvent. Et lorsque nous vous invitons, vous manquez rarement à ces rendez-vous. Nous voulons vous remercier pour ça. Je voudrais profiter de cette occasion pour avoir une pensée particulière pour tous les amis avec qui nous avons eu à animer cette émission. Je ne peux malheureusement les citer pour ne pas courir le risque d'en oublier quelques-uns. En tout cas, aujourd'hui, je pense particulièrement à eux. D'accord, merci beaucoup, professeur Kalele, docteur Sonji, Philippe Bioya, Steve Mbikaï, Denis Kambaï, professeur Saman. Ils sont très nombreux. Tchibangou Kalala, tous ces gens-là ont partagé le plateau des serviteurs de la République. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Monsieur Atundu, les questions se posent. On se les pose aussi. Processus électoral, beaucoup d'initiatives par rapport à l'amélioration des échéances électorales de 2023.
les parlementaires, 13 parlementaires, ont initié un plan de sortie de crise, de réforme, si vous voulez. Fayoulou en avait fait à l'époque. Il a fait des propositions sur la réforme des institutions. Lui ne s'était pas arrêté seulement à la CENI, à la loi électorale, mais il est allé même à formuler des propositions sur la composition même de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a l'université de Liège qui est en tendance. Est-ce que la question que je pose, M. Atundou, faut-il d'abord et avant tout construire un consensus pour espérer que les élections de 2023 ne débouchent pas encore sur des contestations ou sur des morts d'hommes? Je pense qu'il faudrait d'abord construire un consensus sur la fin du processus électoral. Jusqu'à présent, le processus électoral n'est pas terminé. N'est-il pas plus opportun, plus pertinent de se pencher sur avant de recommencer un autre en 2023? Pourquoi néglige-t-on les élections municipales, les élections locales? Parce que cela n'intéresse pas les vedets de la politique. Et je pense, si nous voulons demain avoir des politiques bien formées, il faut se pencher sur ces élections locales et municipales. Les personnes sur le plan sur le plan national. Oh bon, terminer le processus électoral, et ça a commencé depuis 2006 au dialogue de Sun City. Il a été dit qu'il fallait commencer par la base en organisant les élections locales jusqu'au sommet. Et les acteurs politiques finalement ne s'étaient pas mis d'accord sur cette démarche. Et les élections locales, les élections à la base coûtent excessivement cher. Les processus électoraux coûtent excessivement cher. Pour les élections de 2018, il a fallu plus d'1 milliard de dollars. Et vous pensez qu'il faut d'abord commencer par les locales, aller crescendo jusqu'au niveau national. Ne voyez-vous pas que ça va encore occasionner d'énormes dépenses qui ne peuvent pas être, que l'État ne peut pas aujourd'hui perdre ou dépenser pour ces élections? Il s'agit pas de... Kabila ne l'a pas fait. Pourquoi Tshisekedi le ferait alors qu'aujourd'hui il y a un problème de trésorerie? Et je n'ai pas dit qu'il faut commencer par les élections locales et municipales. Cette option a été abandonnée à Sun City. Il faut continuer. Il faut conclure le processus électoral par les élections municipales et locales. Alors envisager en toute sérénité les élections de 2023. C'est ce que j'ai dit. Et je me pose la question, pourquoi cela n'intéresse-t-il pas les gens? Quelle est l'élection qui ne coûte pas? La présidentielle? Les parlementaires? Toute élection coûte. Bien plus vrai, toute organisation a un coût qu'il faut assumer. Ou alors, nous devons réformer notre démocratie en disant, notre démocratie, ça s'arrête au niveau du choix du président de la République, des députés nationaux et sénateurs. Parce que même les provinciaux coûtent cher. Non, il faut être logique, il faut être persévérant. Sans la persévérance, on ne peut rien obtenir. Et comme disent les latins, labor improbus omnia vincit. Si vous n'avez pas de persévérance dans votre travail, eh bien vous n'aboutirez pas au résultat que vous voulez atteindre. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, réfléchir sur l'amélioration qualitative, si vous voulez, du processus des élections de 2023, c'est placer, mettre la charrue avant le bœuf, et c'est aller encore,
de manière escamotée, hein? C'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas mettre la charrue devant le bœuf, c'est enlever la charrue derrière le bœuf. Et ça, c'est plus grave parce que le bœuf ne saura plus labourer la terre. Il faut conclure, il faut avoir le courage de conclure, soit en disant notre démocratie ne s'accommode pas des élections locales et municipales, soit en disant nous devons conclure une élection, un processus pour recommencer un autre. Mais est-ce que vous pensez que l'étendue, par exemple, du pouvoir du Parlement est équivalente à celle des institutions locales, des assemblées délibératives au niveau local? C'est pas moi de répondre à cette question à laquelle nos textes, nos lois, notre Constitution a déjà répondu. La répartition des responsabilités est du domaine de la Constitution. Le président de la République a ses responsabilités, ses prérogatives, ses devoirs. Les élus ont leurs prérogatives et leurs responsabilités, en commençant par le Parlement, le Sénat, les assemblées provinciales, les élus locaux, etc. Il faut appliquer la Constitution. Nous sommes un État de droit. Un État de droit n'est pas celui où existent des dispositions légales, constitutionnelles. C'est celui où, en plus de l'existence, ces lois, ces dispositions sont appliquées. Est-ce que ça ne peut pas conduire à un glissement, comme on a décrit autrefois, aujourd'hui organiser les élections locales? Je ne veux pas faire de procès d'intention. Il faut d'abord montrer la volonté d'en finir par un engagement conséquent. Alors, M. Atundou, c'est votre point de vue, mais il y a beaucoup de plans, de réformes. Est-ce que, pensez-vous qu'aujourd'hui, il faut réunir, faire un tour de table comme Kabila le faisait? Parce que dans l'histoire de ce pays, l'histoire retiendra que Joseph Kabila a été un homme de dialogue. Il a dialogué et pendant 18 ans, il n'a fait que dialoguer avec les acteurs politiques. Et aujourd'hui, les mêmes acteurs politiques demandent aussi un dialogue pour éviter à ce qu'il y ait contestation au lendemain de la publication des résultats des élections en 2023. Ne voyez-vous pas qu'il faut aujourd'hui que les acteurs politiques fassent comme Kabila le faisait, réunissaient, convoquaient les bancs et l'arrière-banc pour trouver quand même un consensus afin de nous éviter ces mêmes problèmes qui reviennent à tout moment? Les hommes politiques ne peuvent pas le faire comme Kabila pour la simple raison, ils ne sont pas le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation. Kabila le faisait en tant que garant de la nation, en tant que chef de l'État. Aujourd'hui, la personne indiquée pour le faire, c'est le président Tshisekedi. Et les autres n'ont qu'à le suivre dans cette démarche. Parce que c'est de la prérogative, je dirais, c'est de la nature de la fonction du chef de l'État et du président de la République. Alors, M. Tundou, avant que l'on puisse aborder les différentes initiatives, il y a un problème, je relève un point. Les points, c'est lesquels? C'est la proportionnelle. Les systèmes proportionnels aux élections qui posent problème notamment au niveau des législatives. Et la proportionnelle avec l'introduction du seuil, tel que ça a été le cas dans la loi électorale qui nous a conduit aux élections de 2018, a posé énormément de problèmes. Et dans l'histoire électorale de ces pays, depuis 60, les élections organisées en 60, 65, 70, 75, en 77, 84, les systèmes étaient majoritaires. Et aujourd'hui, on a introduit la proportionnelle et les acteurs politiques qui peaufinent des plans ou font des propositions, ils demandent à ce que les acteurs politiques, notamment la majorité au pouvoir,
accepte à ce que nous abandonnions le système, la proportionnelle avec SEI, que l'on revienne au système majoritaire. Quel est votre point de vue? Ne voyez-vous pas que cette proposition peut nous épargner de toutes ces contestations que l'on va surtout au niveau législatif? Quel que soit le système électoral choisi, appliqué, il y aura toujours des contentieux. Voilà pourquoi, lors de son parcours universitaire, tout étudiant en droit, au chapitre des élections, a une section consacrée au contentieux électoral. Parce que le choix d'une option relève de la finalité recherchée par le détenteur du pouvoir. N'est-ce pas? Alors, si le président Kabila, en dernière... Vous le contrôlez toutes les institutions, notamment les institutions délibératives. Si en dernier ressort, il a levé cette option qui a eu l'onction du peuple, eh bien c'est parce qu'il voulait résoudre un certain nombre de problèmes. Et il les a résolus. Malheureusement, comme j'ai dit, quel que soit le système, il y a des contentieux. Il y en a qui estiment que leur défaite est due au fait du seuil, est due au fait de la proportionnelle, est due au fait qu'il n'y a eu qu'un seul tour, est due au fait que... Alors maintenant, qui détient la réalité du pouvoir et qui détient la prérogative de vouloir et d'agir au nom du peuple? C'est la majorité au pouvoir, c'est-à-dire la coalition FCC-Cash. Mais dans un pays fragile comme le nôtre, est-ce qu'il faut-il que la majorité s'impose au détriment de cette une frange de la classe politique qui peut notamment mobiliser la rue pour forcer la main à la majorité? Notre pays n'est pas fragile du fait d'avoir une majorité déterminée, une majorité importante. Une majorité artificielle comme d'autres le disent, hein? C'est sorti des urnes. Alors si c'est comme ça, leur majorité est plus qu'artificielle, elle est putative. Donc, non, n'entrons pas dans ce petit jeu. Donc, aujourd'hui, la majorité est là. C'est la loi démocratique. Si vous voulez imposer votre point de vue, il faut solliciter l'avis de la population, l'avis du peuple. Si le peuple, l'organisation des référendums, si le peuple dans sa majorité est d'accord, eh bien vous allez passer. Il y a le référendum, il y a les élections, n'est-ce pas? Ce sont des mécanismes prévus par la Constitution. C'est qu'il y a d'inconfortable maintenant, c'est que la plupart d'acteurs qui animent ce mouvement de dédoublement des institutions, je puis ainsi m'exprimer, eh bien, ce sont des personnes qui ont été frustrées par les résultats des élections, qui voudraient reprendre de la main gauche ce que le peuple a donné à la majorité de la main droite. Les élections ont été décriées. Nous avons vu les spectacles désolants à la Cour constitutionnelle, lorsque validation, dévalidation, révalidation et tout ce qu'on a vu là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui qu'au regard de ce que nous avons connu en 2018, les bureaux qui étaient ouverts en retard, les fiches qui n'étaient pas affichées, tout ça, les acteurs politiques ne peuvent pas se retrouver pour réfléchir en fait d'améliorer le processus? Si vous voulez mon opinion, non. C'est un problème technique qui relève de la CENI. La distribution de l'organisation matérielle et géographique des élections à travers l'ensemble du pays, c'est du ressort de la CENI. Les hommes politiques n'ont rien à faire là-dedans, excusez-moi. Non, mais il y a une loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante qui, selon certains acteurs, impose, exige à ce qu'il y ait une modification, une révision de cette loi-là. Voilà pourquoi les groupes de 13 parlementaires a notamment
voulu tous ne sont pas parlementaires. Le groupe de 13 personnalités, je suis d'accord avec vous. Mais tous ne sont pas parlementaires, que je sache. Il y a au moins une personne qui n'est pas parlementaire. Lui, elle est allée maintenant briguer le poste du président de la CENI, c'était Paul Nsapou, mais les restes sont des parlementaires. Les restes sont des parlementaires. Alors, vous avez parlé du groupe de 13. Oui, oui, 13 moins 1, comme nous le disons maintenant. Alors, mais Satoundou, ils ont une raison de plus. Puisqu'ils sont tous parlementaires, ils devraient agir au sein du Parlement, convaincre d'abord leurs collègues, déposer au bureau de l'Assemblée, convaincre le bureau de l'opportunité et de la pertinence de leur démarche, parce que ça, le juge de l'opportunité, c'est le bureau de l'Assemblée. Et donc, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, c'est une disposition légale, comme vous dites, dur lex, sed lex. Si la démocratie ne vous a pas donné la chance d'être président de la République aujourd'hui, ben attendez que la même démocratie vous donne cette chance, peut-être demain. Mais Satoundou, les acteurs politiques acquisent la majorité, les FCC, qui a la majorité dans toutes les institutions délibérantes, que les FCC veulent maintenir les choses, maintenir les statu quo pour aller aux élections en 2023 dans ce format ici, afin toujours de continuer à garder la même majorité au Parlement. Parce que c'est elle qui avait initié la loi électorale qui a posé énormément de problèmes, et c'est elle qui a initié la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, et c'est cette majorité-là qui, une fois une initiative apportée au Parlement sans consensus, va s'imposer, soit rejeter carrément cela. Voilà pourquoi il faut d'abord un tour de table avec tous les acteurs, et lorsque un compromis sera trouvé en dehors du Parlement, on pourra amener ça au Parlement et l'FCC pourra s'adhérer à un schéma déjà tracé issu du consensus. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette démarche est une démarche rationnelle? Pensez-vous que la majorité fonctionnelle actuelle, c'est-à-dire la coalition FCC-Cash, est là pour servir les desseins de leurs adversaires politiques, de servir le dessein de la minorité? Nous sommes là d'abord pour vouloir agir au nom du peuple. C'est le mandat que nous avons reçu du peuple. Les autres, ils n'ont qu'à travailler le peuple. Si le peuple n'est pas d'accord, eh bien, la situation sera évidente et va éclater lors des élections. Mais tout le reste là, c'est de la prestidigitation politique pour impressionner ceux qui ne sont pas du métier. Bon, vous utilisez un peu des termes forts. Vous avez utilisé lors de votre conférence de presse qui a été attaquée, c'est vraiment par Lokondo, Sessanga et autres. Vous avez qualifié même la démarche de ces parlementaires de populistes. Et ça n'a pas passé auprès d'eux, parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont en train ils ont initié une démarche qui va aider les pays à ne pas retomber dans les discours contestataires, comme c'est le cas au lendemain de la publication des élections, des résultats des élections de 2018. Mais vous avez quand même eu des mots forts pour qualifier la démarche des populistes. Mais c'est Atoundou, lorsque, au regard de la situation, la manière dont les élections se sont déroulées, êtes-vous fiers? Voulez-vous que ça puisse continuer de cette façon-là, que les FCC continuent à s'imposer au détriment de la volonté du peuple qui veut voir les changements, notamment au niveau des institutions délibératives? Qui donne la majorité à une personnalité, à un parti politique ou à un regroupement politique? C'est le peuple. C'est le peuple.
Mais ces peuples-là ont contesté. Le peuple a aussi contesté les résultats. Ce qu'on a vu à la Cour constitutionnelle, les peuples ont contesté. Ça, ce sont les partisans des perdants. Ce sont les partisans des perdants. On ne peut pas leur nier un certain nombre. Mais ce n'est pas le peuple. Le peuple s'est globalement satisfait des résultats parce que c'est le principe démocratique. Dès que vous avez 50 plus 1, vous êtes majoritaire. Les autres n'ont qu'à dire oui, nous sommes une grande minorité, nous sommes une petite minorité, mais aux yeux de la loi, vous êtes majoritaire. Et si vous voulez bénéficier de votre grande minorité, il faut savoir jouer. Si vous voulez profiter de votre majorité écrasante, il faut savoir jouer. Bon, mais Satoundou, vous parlez de cette majorité, mais il y a les acteurs politiques. La majorité dont je parle est réelle, effective, la majorité et évidente. La majorité au Parlement et dans les assemblées provinciales aussi. Mais il y a une autre majorité dont parlent les acteurs politiques, notamment la Mouka et autres. Ils parlent de cette majorité populaire qui n'est pas avec les FCC. Et cette majorité avait fait reculer les FCC lorsque la majorité présidentielle à l'époque, lorsqu'elle voulait imposer les recensements avant l'organisation des élections. Et voulez-vous que, parce que vous êtes majoritaire, vous voulez vous imposer et que cela occasionne des contestations, des manifestations monstres. On a vu dernièrement avec la désignation de Ronsard Malonda, il y a eu mort d'hommes, il y a eu beaucoup de manifestations. Voulez-vous que les pays puissent continuer à assister à de tels spectacles, des grognes, de lever des boucliers, au lieu de trouver un consensus? J'ai rappelé ici que Kabila était un homme de dialogue et toutes les fois qu'il y avait des problèmes comme ça, il réfléchissait dans ses positions et acceptait les tours de table. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que les FCC s'opposent à toute initiative du dialogue? Le président Kabila, vous l'avez dit, était un homme de dialogue, mais il n'a jamais régné la majorité qu'il détenait du fait des élections. Il demandait à tous les autres de venir le rejoindre, que ce soit dans les concertations nationales, que ce soit à la Cité de l'Union africaine, que ce soit à l'interdiocésain, au centre interdiocésain. Je vous dis, c'est le leadership du chef de l'État en tant que garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions qui appelle les gens. Il ne faut pas tomber victime d'une certaine pression des hommes politiques qui se réfèrent à une majorité rhétorique. La majorité rhétorique n'est pas réelle sur le terrain. C'est une minorité agissante et turbulente. La majorité rhétorique. Donc, vous répétez que, parce que nous avons suivi les FCC dire que toute initiative tendant à la réforme du processus électoral doit être débattue au sein du Parlement. Et donc, c'est un refus catégorique de faire un tour de table pour trouver des solutions aux vrais problèmes qui se posent. Nous sommes un État de droit, c'est-à-dire nous sommes des hommes politiques engagés à respecter les dispositions légales. Que dit la Constitution pour changer? Que dit la Constitution pour élire le président de la CENI? Mais d'abord, c'est la prérogative de la société civile. La société civile, les confessions religieuses, c'est leur prérogative. Normalement, on devait rébuter toutes ces initiatives provenant des hommes politiques parce que, comme dit un principe de droit, pas d'intérêt, pas d'action. Ils n'accepteraient pas que les confessions religieuses ou la société civile prennent des décisions qui ne sont pas de leur ressort, qu'ils prennent des décisions à la place
de l'Assemblée nationale qui prennent les décisions à la place du Sénat, à la place du gouvernement, à la place des gouverneurs, à la place... Non. Faisons chacun son devoir, respectons les dispositions pertinentes de la Constitution. Oui, respecter la Constitution. Ainsi, nos frustrations vont s'exprimer de façon républicaine. Vous parlez du respect de la Constitution, mais dans ce pays, on a vu à maintes reprises, parce que je reviens sur le président Kabila, il a nommé un Premier ministre qui n'était pas de la majorité parlementaire, Bruno Tshibala, Sami Badibanga, et ce n'était pas le respect de la Constitution. Si. Et toutes les fois qu'il y a eu des problèmes... Non, mais Sami Badibanga... Mais que dit la Constitution en l'occurrence? Non, mais le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Ouais. C'est ça qui dit la Constitution. Mais Sami Badibanga était de l'opposition. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Issu, il y a l'esprit et la lettre. Issu, c'est l'esprit d'abord. Si la majorité accepte un technocrate ou n'importe qui l'estime ou qu'elle estime à même de mener le gouvernement, de gouverner le pays en cette période, mais c'est ça, c'est la volonté de la majorité. Parce que c'est la majorité qui va voter au Parlement. Mais la majorité peut prendre quelqu'un de l'opposition et il devient la majorité présidentielle? Oui, bien sûr. Si la majorité présidentielle est d'accord pour des raisons de cohésion nationale, pour des raisons de tempérance, pour plus d'une raison ou une raison généralement quelconque, eh bien c'est ça, c'est leur volonté. C'est leur volonté. Parce que, je le répète, en ayant la majorité parlementaire à la suite des élections, ils ont acquis la prérogative de vouloir, d'agir au nom et pour le peuple. Mais Satoundou, il y a des vrais problèmes qui se posent aujourd'hui parce que vous avez parlé de la désignation du président de la CENI, Ronsard Malonda. Cela a posé énormément de problèmes. On a vu des manifestations ici. L'Église catholique, avec toute son influence qu'elle exerce dans ce pays, n'est pas d'accord avec M. Malonda. Et au sein même de la société civile, Malonda a été contesté. Le Parlement s'est réuni à entériner Malonda, mais le président de la République, se basant sur les dossiers dans lesquels il n'y avait pas les PV des confessions religieuses attestant la désignation de Malonda, il n'a pas signé l'ordonnance d'investiture de Ronsard Malonda. C'est un problème qui se pose. Nous avons un problème de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on a tous suivi l'audio de Mende qui s'en prenait à quelqu'un de son parti politique, et la phrase assassine qu'il avait lâchée, c'est le fait que le FCC veut contrôler la Cour constitutionnelle avec les 5 membres, les 5 juges de la Cour constitutionnelle. Et il s'étonnait du fait que l'initiative de prise à partie prise par les 31 députés pour déclencher la procédure, bien entendu, contre les 5 juges de la Cour constitutionnelle, cette initiative-là ne profiterait pas au FCC, mais plutôt au cash, alors que le FCC veut avoir la même liste sur la Cour constitutionnelle. Et Fayoulou a, à son époque, décrié cette Cour constitutionnelle. Il a fait des propositions pour qu'il y ait une réforme de la Cour constitutionnelle, afin que, en 2023, lorsque les élections, les résultats définitifs seront publiés par la Cour constitutionnelle, que ce soit une cour, pas à la solde d'une partie ou d'un candidat quelconque ou du président qui est au pouvoir aujourd'hui. Ne voyez-vous pas que ce sont des gros problèmes, des vrais problèmes qui se posent et que sans solution, les pays risquent de sombrer encore dans des conflits, alors que nous sortons d'une période de triste mémoire, de rébellions. Aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation de cette démocratie. Pourquoi vouloir tout jeter la manche après la cognée, comme on dit? Pour résoudre un problème,
il est important, je dirais même déterminant, de connaître la nature de ce problème. Et donc, la compréhension de la nature d'un problème est une étape essentielle. Le cas de Malonda, c'est un problème de la société civile et de confession religieuse. Si vous me permettez une expression triviale, qu'est-ce que les FCC en a à faire? C'est un problème entre eux. Il y a eu graissage des pattes, selon les informations que... Il y a eu un problème, il y a un problème entre eux. Mais graissage des pattes, les FCC l'a fait. Non. Selon ce qui est dit. Non, c'est pas de selon. Donnez-moi la preuve. Vous n'en avez pas. Donc, aujourd'hui, les gens ou la communauté ou l'institution qui est appelée à désigner le président de la CENI ne se met pas d'accord. Mais ils ont des mécanismes à l'intérieur. À la limite, ils peuvent se référer aux cours et tribunaux. Mais qu'est-ce que les hommes politiques ont à faire là-dedans? Bien sûr, nous sommes intéressés de savoir, tiens, comment va se terminer cette lutte. Mais ce n'est pas notre lutte. En tout cas, ce n'est pas la lutte du FCC. Mais le FCC qui est majoritaire au Parlement a entériné quelqu'un dont le PV de désignation n'a pas été authentifié. Non. Je ne suis pas au fait de tous les détails, mais il faut penser que si le bureau de l'Assemblée nationale a entériné la candidature de M. Malonda sur la base d'un PV, c'est qu'il a estimé que ce document était authentique. PV qui n'a pas été signé par l'Église catholique, l'ECC. Si les autres ne se reconnaissent pas, ça, ce n'est pas son affaire. Et le président de la République non plus n'a pas signé l'ordonnance d'investiture de Malonda. Ce qui pose le président de la République agit en fonction de sa conscience républicaine et de la conscience qu'il a de ses responsabilités. C'est pas moi de le juger. Alors, donc, la question de la Cour constitutionnelle, c'est une question extrêmement importante. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des réformes à ce niveau-là, afin que cette Cour-là puisse rassurer au moins tout le monde? Mais qui est à la base? Qui aujourd'hui peut faire cette réforme? Il faut un consensus politique, construire un consensus. Non. On n'est pas élu président de la République pour que chaque jour on désigne un consensus pour vous confirmer. Vous avez des responsabilités, vous avez des prérogatives, vous avez des devoirs, vous avez un engagement vis-à-vis du peuple. C'est de le mener vers la démocratie, de consolider la démocratie, c'est de le mener vers l'amélioration de sa situation sociale par l'émergence économique. Le peuple s'est exprimé une fois, ses représentants élus ont leur dessein, eh bien, on doit continuer. Il ne faut pas avoir peur de la tâche. Donc, il faut continuer avec cette cour qui pose problème. Vous avez des juges qui refusent d'aller à la Cour de cassation, là où ils ont été nommés. Vous avez le FCC qui dit que le président actuel veut contrôler la Cour. Et le FCC dit, nous, on doit contrôler cette Cour. Et la Mouka dit, cette Cour-là n'inspire pas confiance. Et on est là dans cette situation confuse. Il faut, dans ces conditions, retourner à la Constitution, respecter d'abord la formalité et la procédure avant de s'attaquer au fond. Comme on dit en négociation, il faut d'abord éliminer les évidences avant de s'attaquer à l'essentiel. Donc on ne faut pas faire une soupe crème avec les ambitions non assouvies, les récriminations légitimes par ailleurs et le dessein malveillant de certains qui ne veulent pas que le président ou le mandat actuel réussisse. Non. Rentrons dans les fondamentaux de la gouvernance d'un régime démocratique. Alors, monsieur Atundou, on s'achemine vers la fin de l'émission. Il y a un forum qui est ouvert au Centre interdécésaire, un forum sur l'initiative de l'Université de Liège sur les mêmes processus électoraux. Et les forums en question est
sous la médiation, bien entendu, du professeur Bobo Kabamba. Ils ont invité beaucoup d'hommes politiques là-bas. Lamouka est représenté là-bas. Moïse Katumbi, représenté par Christophe Lutundula. Eve Bazaïba représente les MLC et Mozito y était. Sauf les CACH et les FCC y ont posé un lapin. Ils ne se sont pas présentés là-bas. Et pensez-vous que de telles initiatives ne peuvent pas bénéficier du soutien de toute la classe politique congolaise et surtout que l'Église catholique est impliquée là afin de trouver des solutions pérennes? Quel est le sens de cette initiative? Quelle est la nature? Je reviens à la question de base. Il faut connaître la nature de cette initiative. Est-elle académique ou scientifique? Alors, les hommes politiques ne sont pas les meilleurs partenaires. Est-elle politique? Alors, les hommes de sciences ne sont pas les meilleurs partenaires. Donc, comme c'est une université qui l'a fait, elle doit d'abord convaincre notre élite universitaire pour qu'ils parlent. Mais les universités congolais n'ont pas attaché les grelots pour réfléchir sur... Ils doivent d'abord commencer par là. Parce que mélanger les préoccupations scientifiques aux préoccupations politiques, eh bien, va aboutir à une sorte de bouillabaisse qui ne va pas déboucher sur... Il doit avoir un soubassement scientifique, hein? Non. Bien sûr. La science a une autre préoccupation. L'homme politique a une autre préoccupation. La science, c'est pour résoudre les problèmes qui se posent dans la société. C'est l'objectif de la science. Non, c'est pour que les gérants de la société puissent, le cas échéant, utiliser ou essayer d'utiliser cela. Utiliser la science pour résoudre des problèmes. Toutes les propositions de la science ne sont pas à même de résoudre tous les problèmes. Sinon, allez, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, pouvez-vous me dire le nombre de professeurs et de docteurs qui sont passés dans la gouvernance du pays? Et pourquoi n'ont-ils pas résolu? C'est parce que la science a une approche qu'on dit théorique et académique. La gouvernance est une réalité pragmatique qui souvent met la science à défaut et oblige la science à changer de théorie et d'approche. Si aujourd'hui, si hier, le langage diplomatique était policé, était vraiment ambigu, etc., eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On doit changer l'enseignement à l'université. Ce n'est pas l'enseignement de l'université qui va changer le comportement des acteurs. Donc, la science doit rester dans son domaine et garder son ambition intacte. Les hommes politiques également. Donc, vous pensez que l'initiative de l'université de Liège tombe mal à propos et n'est pas acceptable? Je pense que quand on réalise certains faits, parce que nous avons quand même l'histoire des rencontres de ce genre dans ce pays. Lorsque la Saint-Sylvestre a été conclue, quelle n'a pas été sa difficulté à s'appliquer, n'est-ce pas? Alors, on va encore dans le même lieu, sans être fétichiste, on va encore dans le même lieu, avec les mêmes acteurs, les mêmes sponsors, etc. La Saint-Sylvestre nous a conduit quand même aux élections. Le secrétaire de la Synco, Neveu n'est quand même pas le président de la Synco ou le vice-président qui avait présidé cette grande messe. Donc, je crois, quand on aborde un problème, il faut le faire avec modestie, envisager que l'on peut échouer. Si l'on n'envisage pas l'échec, on ne risque pas de réussir. Il faut envisager l'échec pour risquer de réussir. Donc vous pensez que c'est déjà un échec consacré à... Il faut envisager, n'est-ce pas? Il faut envisager, en tenant compte de l'issue des rencontres de ce genre tenues ultérieurement.
antérieurement. Merci beaucoup, Monsieur André Alain Atundou. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous suivrez la rediffusion de cette émission jeudi à 14h sur Amen TV, mais aussi sur notre chaîne YouTube Sunga Peuple. Oui, vous allez trouver cette émission-là, cette émission ici sur YouTube Sunga Peuple TV. Voilà. Nous vous remercions. Restez branchés sur Amen TV, la télé autrement.